Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être nombreux à nous écouter ici dans cette salle à Paris et par-delà vos écrans pour ceux qui nous suivent en live ou en différé pour cette rencontre avec Antoine Decaune. Alors on épuiserait l'ensemble de la demi-heure qui nous est dévolue si on devait lister la liste des longues listes des réalisations de cet homme, de toutes les émissions qu'il a animées, que ce soit devant le micro, un micro ou derrière la caméra ou l'inverse, je ne sais plus. Des films qu'il a tournés ou dans lesquels il a joué, des génériques de dessins animés qu'il a commis, des polars qu'il a écrits. Alors faisons bref, rappelons simplement qu'il a été élevé chevalier de l'Ordre du Mérite agricole et qu'il publie dans quelques jours Perso. C'est chez Sonatine, c'est des mémoires vagabondes, ironiques. Il y a une petite phrase en quatrième de couverture de Napoléon qui nous dit: c'est un livre que j'aurais dû emporter à Sainte-Hélène. S'il l'avait lu, il se serait bidonné de rire, ça lui aurait évité quelques brûlures d'estomac. Bonsoir Antoine Decaune. Bonsoir. Vous avez raison de le préciser parce que c'est un très bon livre de chevet en fait, qu'on peut laisser tranquillement sur sa table de nuit, avec certes cette couverture un peu prenante, ce regard étrange qui vous fixe au cœur de la nuit, mais je le recommande comme sur une table de chevet. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir atteint un âge vénérable? J'ai vérifié, vous avez pile le même âge que Kim Basinger, Jim Jarmusch et Bernard Minet. Réunis? Oui. Oui. Est-ce que c'est d'avoir atteint le même âge qu'eux qui fait que vous avez eu envie de vous lancer dans l'écriture de ces mémoires? Non, en fait, c'est pas du tout une question d'âge. Et j'ai pas envie de parler de mémoire en parlant de ce livre, parce que je me méfie toujours des mémoires, surtout que j'en ai très peu. Et surtout du côté autobiographie un peu pesant et dérouler sa vie, et j'en vois rarement l'utilité. Encore que j'ai lu de très très bons mémoires, mais pas les miens. J'ai plus eu envie de raconter des petites histoires. Et je me suis rendu compte en les racontant que ça finissait par dérouler un fil à travers certaines choses qui me sont arrivées dans l'existence, des gens que j'ai pu croiser, des gens qui m'ont marqué, qui m'ont fait rire, qui ont été importants. Voilà. Mais ce n'est pas des mémoires au sens classique du terme. Non, on se balade dans plusieurs périodes de votre vie et dans le préambule, je crois, au livre, vous dites qu'il a failli s'appeler Flipper. Ouais. Vous dites que votre destinée est comparable à cette boule de flipper qui roule. Alors, outre notre passion, j'imagine, commune pour Corinne Charby, pourquoi est-ce que cette métaphore de la boule de flipper vous convient si bien? Parce qu'il y a quelque chose de très aléatoire dans le parcours d'une boule de flipper. Même quand on maîtrise un peu les manettes, comme ça a été le cas il y a très très longtemps pour moi, la boule, elle vit sa vie, quoi. Elle part, elle a vraiment un parcours très, très difficile, très imprévisible. Et je me rends compte qu'en fait, moi, ma longue vie, comme vous la résumiez si gentiment tout à l'heure, elle a été faite de ça. Elle a été faite de rebonds, de rencontres, de bifurcations, de changements de parcours. Et donc voilà, mais c'est le seul point commun avec la vie de Flipper. Hein. Vous dites, vous écrivez page 57 de Perso, que l'interview est un exercice que vous préférez pratiquer que subir. Ouais. Alors je suis désolé qu'on vous le fasse subir ce soir. Qu'est-ce qui vous gêne dans l'exercice de l'interview subie? Qu'est-ce que vous avez des choses que vous avez peur de révéler? Non, vraiment pas. Non. Je veux bien aborder tous les sujets. Rien ne m'embarrasse. C'est juste que la différence entre l'interview et ce que vous faites, c'est que l'interview, c'est un peu comme une explication de ce que vous avez fait. Donc ça veut dire soit que c'était pas très clair, ce dont je veux bien convenir, hein, sans problème, soit que il faut donner aux gens envie d'aller voir pourquoi vous avez fait ça. Mais c'est un exercice que je trouve toujours un peu ingrat, parce que les histoires que j'ai essayé de raconter, je me suis donné la peine de trouver les mots, de trouver le tempo dans l'écriture. Donc après, si vous me demandez de vous les raconter à nouveau, ça sera moins bien, de toute façon. Et est-ce que ça vous donnera donc envie d'aller lire le livre, qui, à mon sens, est mieux raconté? Il y a un petit paradoxe là-dedans qui est tout à fait impossible à résoudre. Alors c'est un livre qui, on le disait, vagabonde dans différents épisodes de votre vie. Ça commence avec une cuite avec Charles Trenet. Ouais. Et ça termine par une interview ratée avec Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin. Et je me suis demandé, en
suivant toutes ces différentes rencontres, ces épisodes de votre vie que vous racontez, si en fait le fil qui pouvait les relier, c'est l'idée qu'à un moment ça déraille et que c'est plus intéressant quand ça déraille. Bien sûr, bien sûr. Alors que ça déraille, pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'est pas le off, comme on dit hein, dans les interviews, mais ce qui se passe autour. Les raisons qui vous amènent à rencontrer quelqu'un que vous rêvez de voir. Alors en l'occurrence, dans le cas de Trenet, c'est parce qu'on faisait un documentaire très fouillé sur lui, avec sa participation active, et dans le cas de Jimmy Page, parce que Jimmy Page est une obsession pour moi depuis que j'ai écouté Led Zeppelin la première fois en 69, quoi, et que j'ai toujours rêvé de rencontrer Jimmy Page, ce qui s'est produit il y a quelques années. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi vous avez tellement envie de ça. Qu'est-ce qui vous pousse à aller approcher ces gens-là? Parce que je ne suis pas du tout un idolâtre. Je ne cours pas après les célébrités, je m'en fous complètement. Qu'est-ce qui va se passer autour? Voilà. C'est plus intéressant en fait que la rencontre elle-même. Et d'ailleurs, vous dites que vous n'êtes pas un idolâtre, et dans tous ces portraits, alors on va voir, il n'y a pas que des portraits de célébrités dans le livre, loin de là, mais même dans les portraits de célébrités, même dans des gens que on sent que vous admirez beaucoup sans être un idolâtre, vous gardez bien de faire une hagiographie. C'est pas, on n'est pas dans l'admiration béate, à commencer par Charles Trenet, que vous égratigniez dès la troisième ligne à peu près du livre. Oui, bien sûr. Oui. On ne peut pas être dans l'admiration confite. J'ai toujours la petite distance quand même avec mon sujet. C'est-à-dire, quand je vous dis que je ne suis pas idolâtre, non, je ne suis pas idolâtre. Je connais les qualités, les défauts des gens que j'aime. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement aussi d'aller trouver autre chose que ce qu'on attend d'eux. Mais il n'est pas question de célébrité là-dedans. Hein. Il y a des gens célèbres, mais pas que, vraiment pas. Qu'est-ce qui a présidé au choix? J'imagine que vous aviez des milliers d'anecdotes, de rencontres ou d'épisodes à raconter. Qu'est-ce qui a présidé au choix de celle-ci? L'éditeur qui m'a dit qu'à un moment que ça suffisait, qu'il fallait arrêter, parce que je pourrais être encore en train de l'écrire, ce livre. C'est sans fin, en fait, puisque ça fonctionne un peu comme une arborescence. Vous commencez à raconter une histoire qui va la fameuse bille de flipper, qui va vous emmener sur une autre histoire qui elle-même va rebondir. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en avançant, on a l'impression de creuser un peu, d'aller plus vers l'intime, alors que je suis quelqu'un de très pudique. J'ai horreur de me livrer, et encore plus publiquement. Donc j'aime bien l'idée d'avancer masqué, et cette écriture-là, elle permet ça. Je me suis demandé si vous les aviez écrits dans l'ordre dans lequel ils étaient publiés, ou si vous avez recomposé ensuite. Non, ça a été recomposé, on l'a remonté, on l'a réfléchi avec l'éditeur. Vous vous amusez beaucoup dans ces récits, je le disais, des gens que vous racontez, mais il y a une personne dont vous vous amusez encore plus, c'est vous-même. Vous racontez vos chapardages d'enfants, vous racontez vos mauvaises blagues, vous racontez vos fantaisies les plus incongrues. Je me souviens quand vous racontez notamment la fois où, pendant l'animation des Césars, vous essayez de faire des claquettes et vous avez très très peur que ça se passe très très mal. Et en essayant aussi de faire cet autoportrait qui surgit de vous, il y a page 112, vous décrivez l'esprit anglais. Vous parlez de votre rapport à l'Angleterre et vous dites l'esprit anglais, c'est l'esprit de sérieux toujours débordé par celui du non-sens. Et je me suis demandé en lisant cette phrase si vous seriez secrètement british, Mr. Decaune. Ah non, je suis pas. Non, je suis vraiment pas anglais. J'ai beaucoup d'affinités avec les Anglais. D'abord parce que j'ai longtemps travaillé avec eux et pour eux. J'ai fait des émissions là-bas, une émission qui s'appelait Eurotrash, qui a duré une petite dizaine d'années, la première génération de Rapido. Et j'ai un plaisir fou à travailler avec les Anglais parce que il n'y a pas de limite avec les Anglais. Vous pouvez aller très très loin, mais vraiment très loin, dans l'humour, dans le trash, dans tout ce que vous voulez, mais c'est toujours fait avec une distance, une réserve, le fameux flegme qui est un peu impensif, hein, parce que certes les Anglais sont flegmatiques, mais tous les flegmatiques ne sont pas anglais, et qui est très, très agréable, enfin qui moi me fait rire. Et quand je parle de non-sens, j'ai toujours par exemple en référence John Cleese dans Monty Python, une scène de Monty Python où il est assis devant une table sur laquelle il y a un samovar avec un feu qui couve en dessous.
samovar est là depuis très longtemps, très longtemps. On sent tout ça est en métal, qu'il ne faut surtout pas le toucher. Et puis à un moment, il finit par attraper le samovar pour se verser une tasse de thé. C'est tellement chaud, tellement brûlant, il reste avec le samovar en l'air et il dit « Well, this is amazingly hot ». C'est incroyablement chaud. Toute la différence est là, c'est-à-dire que nous autres Français, latins, proches de la Commedia dell'arte, on prendrait le truc et ça giclerait, et on ferait des bonds à la Tex Avery en se tenant la main, en hurlant. La maîtrise anglaise, c'est ça. Dans les moments les plus graves, les moments d'émotion, ce que je raconte sur l'histoire du Titanic qui coule avec l'orchestre en tenue de gala qui joue plus près de toi, mon Dieu, voilà. C'est ça l'esprit anglais. Et j'ai une passion pour ça. Vous racontez aussi votre passion pour Trouville. Je reviens un peu en France, mais pas si loin que ça de l'Angleterre. Ouais. Pourquoi est-ce que ce lieu est si important dans votre biographie? Il apparaît quasiment à une chronique sur 5, un récit sur 5 dans ce livre. Parce que Trouville, c'est un lieu d'enfance, c'est un lieu où j'ai passé beaucoup de temps, où j'ai grandi. J'y suis allé pendant une quinzaine d'années, entre 3 ans et 18 ans. J'y suis retourné après. J'ai fini par trouver une petite baraque dans la campagne là-bas. Et en fait, c'est mes racines. C'est mes racines alors que je viens plutôt de Paris ou de Toulouse du côté de mon père. Mais mon vrai coin à moi, mon vrai enracinement, c'est Trouville. C'est-à-dire la lumière de la baie de Seine, le grain du sable, ces vieilles maisons en bord de mer qui ressemblent à des manoirs hantés dès que la saison est passée. Enfin, la littérature, Flaubert, Proust, Maupassant, Maurice Leblanc de l'autre côté de la Seine avec Arsène Lupin. Je suis là chez moi. Donc c'est un lieu capital. Plus que dans le village de Cône, qui n'est pas peuplé de connards et de connasses. Je vous laisse lire le récit qui est consacré à ce village. On parlait tout à l'heure de vos fantaisies, y compris à la télévision. On s'en connaît tous les pitreries que vous avez fait, notamment avec votre ami José Garcia. Mais il y a un moment, dans le récit, vous parlez du fait qu'on vous voit comme le rigolo de la télé. Et vous semblez regretter d'avoir cette étiquette qui vous a été posée sur vous. Non, mais le problème, c'est un mal français, ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a identifié et catégorisé, c'est assez difficile de sortir de la petite boîte dans laquelle on vous a enfermé. Mais moi, je me suis toujours battu contre ça. D'abord parce que je déteste les étiquettes et que personne ne se résume à une étiquette, absolument personne. Et ensuite parce que je viens d'une famille qui est de journalistes, d'avocats, d'acteurs, et ça fait partie de mon ADN. C'est-à-dire on peut pas être réduit à une seule activité ou à une seule activité. À l'époque où on faisait des conneries avec José dans les parieurs, on s'est amusé comme des fous, mais ça ne se résume pas à ça. Enfin, je veux dire, après, j'ai fait d'autres choses, toujours avec, j'espère, le même esprit, la même ironie et la même distance, c'est-à-dire sans jamais me prendre moi au sérieux. Mais en tous les cas, j'ai fait autre chose, oui. Il y a une phrase que vous citez, je crois que c'est lors d'une rencontre avec Laurent Fignon. On découvre votre passion pour le cyclisme, je l'ai en commun. Et Laurent Fignon, moi, je crois que c'est lui qui vous dit il faut prendre au sérieux tous ceux qui font semblant de ne pas l'être. Ouais. On ne le fait pas suffisamment, ça, justement. Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se prennent au sérieux, qui pontifient, qui vous expliquent la vie, qui ont un mode d'emploi préécrit sur l'existence. Je leur privilégie toujours les gens qui ont de la fantaisie, qui ont de l'imprévu en eux, qui à la fois se laissent porter. En même temps, c'est un luxe de pouvoir se laisser porter. C'est un luxe qui coûte cher parfois, mais qui se laissent porter, qui se laissent surprendre et qui eux-mêmes se surprennent, du coup. Voilà, donc j'aime pas d'une manière générale le conformisme, la soumission à un cadre. Et dans le genre de métier que je pratique, un des privilèges, c'est justement de pouvoir faire bouger ce cadre en permanence. Voilà, c'est ce que je continue à essayer de faire. Parmi les autres passions que vous évoquez, il y a le vélo, je l'ai dit, les chats. On sent bien que vous êtes plus chat que chien. Il y a la photo également. Ouais. Pourquoi est-ce que la photo, justement, c'est l'un des
l'une des passions que je ne vous connaissais pas et que j'ai découvert en lisant ce livre. Parce que je suis un photographe refoulé. J'aurais rêvé d'être reporter photographe. Reporter, c'est-à-dire aller sur les terrains de guerre, d'affrontement et pouvoir témoigner de ce qui se passe là-bas. Et puis ça n'a pas pu se faire parce que simplement j'avais pas les aptitudes pour le faire. J'ai tenté ma chance à une époque dans une agence de presse qui s'appelait Sigma à l'époque, et où un jour ils m'ont dit vas-y, prends ton appareil et va couvrir tel sujet. Et je me suis rendu compte en le faisant que j'étais beaucoup trop sensible, émotif, que je pouvais pas, quoi. C'était littéralement impossible. Vous le regrettez? Oui, je le regrette. Et j'ai une admiration folle pour les photographes. Alors les gens qui travaillent l'image d'une manière générale, mais en particulier les photographes de presse, ceux qui vont vraiment au front rechercher l'image sans voyeurisme, mais juste qui gardent l'œil intact sur ce qui se passe. Vous dites avoir trouvé votre place justement après auprès d'un ancien reporter, un ancien photographe, il me semble. Michel Parbeau, et vous décrivez cette place ainsi. Raconter des histoires, servir de passeur, de go-between entre le spectacle du monde et la manière de le raconter. Mm-hmm. Ça, on est dans les milieux des années 70 à peu près. Ouais. Vous êtes un tout jeune homme encore. Est-ce qu'un demi-siècle plus tard, c'est toujours cette place que vous cherchez à occuper? Oui, et puis c'est l'œil. Ce qui est important, c'est le regard, et le regard qui soit photographique ou pas, mais en tous les cas, le point de vue que vous portez sur les choses. C'est pas les opinions. Les opinions, comme disait Frédéric Dard, c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un. C'est vraiment le regard, c'est votre manière particulière de voir les choses qui compte. Pour moi, hein, pour moi. Et après, par ailleurs, j'ai besoin d'un minimum d'objectivité pour qu'on me raconte les histoires, les faits. Mais moi, de mon expérience à moi, c'est le point de vue qui l'emporte toujours. Donc je suis toujours plus intéressé par le point de vue de tel photographe, de tel reporter, de tel cinéaste, de tel musicien, que je ne peux pas considérer ça de manière objective et simple. J'ai besoin du point de vue, toujours. En écrivant ce livre, est-ce que vous avez découvert des choses sur vous-même? Je veux dire par là, en reprenant le fil de vos souvenirs, il y a des choses qui vous sont réapparues, que vous aviez oubliées, ou quelque chose qui s'est imposé à vous dans une réalisation sur votre vie? Oui, mais alors, c'est pas la recherche du temps perdu, hein, mais c'est ce qu'il y a de particulier avec l'écriture, et ce qui est important pour moi dans l'écriture, et c'est ce que j'aime dans l'écriture, parce que en fait, tout mon travail, depuis que je travaille, repose sur l'écriture. C'est toujours scripté, que ce soit à la radio aujourd'hui, que ce soit au cinéma, que ce soit à l'époque de Nulle part ailleurs, avec Chalumeau à l'époque, tout est vraiment, mais c'est au mot près. Et donc le plaisir de l'écriture, quand vous vous astreignez à cette discipline de vous dire finalement ça va donner un livre, il faut composer toutes ces histoires pour qu'au final la somme, ça tienne en l'air, ça raconte quelque chose, ben ça vous oblige à une discipline quotidienne. En l'occurrence, pour moi, c'était tous les matins à 6 heures pendant 2 heures, dans le silence absolu, et avancer, alors avec la difficulté que tous les gens qui écrivent connaissent, c'est-à-dire qu'il y a des jours terribles où vraiment ça tourne en rond, c'est de la merde, on n'y arrive pas, puis d'autres où au contraire tout semble limpide et coulé de source. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'à force de pratiquer ça au quotidien, oui, ça ouvre des chakras, quoi. En fait, plus on avance et plus on a envie d'avancer. Et une fois de plus, je salue mon éditeur qui a su mettre un terme à l'aventure à un moment. Alors, on nous suit plein d'aventures, plein de querelles, souvent picrocholines. J'ai voulu citer picrocholine parce que ouais, vous aimez bien ce mot. Ça très bien, ouais, un mot rabelaisien. Mais les plus belles pages de ce livre sont consacrées aux amis et à l'amitié. Dans les amis, il y en a des vivants et il y en a qui nous ont quittés. Il y a des veaux disparus qui sont présents dans ce livre. Est-ce que c'était aussi une des raisons de vouloir faire ce livre, de leur offrir une place pour qui est la vôtre? Enfin, oui et non, puisque une fois de plus, c'était important pour moi d'en parler, mais
je ne veux pas employer des grands mots parce que d'un seul coup, ça va devenir un peu solennel tout ça, mais c'est une manière aussi de payer sa dette. Je sais que moi, je peux être aujourd'hui ce que je suis, je peux avoir la liberté que j'ai aujourd'hui parce que j'ai croisé à un moment donné la route de tel ou tel avec qui j'ai fait un bout de chemin et qui m'ont permis d'avancer, d'essayer des choses, de garder cette forme d'esprit un peu expérimental, laboratoire, de pas me fondre dans un moule confortable et puis attendre que ça se passe, quoi. Donc oui, c'est une manière de leur rendre hommage, mais en même temps, le mot est un peu fort parce que là où ils sont, je pense pas que ça leur en touche une. Vous parliez de pudeur tout à l'heure. Vous consacrez des pages aussi magnifiques à votre père et votre mère. Il y a un épisode avec votre père que je recommande où on va goûter du vin et on goûte un peu trop de vin. Et c'est le genre de scène qu'on aimerait tous vivre un jour, dans une fois dans notre vie avec notre père. Mais j'étais étonné par l'absence de vos enfants, à qui pourtant vous vous adressez dès le début du livre. Et je me suis demandé pourquoi était-il absent de ce livre, et justement, est-ce que c'est une forme de pudeur paternelle? Parce que, en fait, c'est l'exercice de style qui consiste à, non pas à se raconter, mais à se mettre au centre du récit à travers des choses qui relèvent parfois de l'intime. J'ai estimé dès le départ qu'il fallait qu'il y ait un cadre assez strict qui soit instauré, parce que c'est de ma nature profonde, parce que je ne voulais pas que quelqu'un se retrouve dans ce bouquin et soit embarrassé en lisant les lignes, en disant qu'est-ce que je fais là, pourquoi il vient raconter ça. J'ai beaucoup de défiance vis-à-vis de l'autofiction et cette espèce d'impudeur, revendiquée d'ailleurs par les auteurs, à mettre ça sur la place publique. Donc je me suis dit qu'en fait le premier cercle, à savoir ma vie amoureuse et le résultat parfois de cette vie amoureuse, donc des enfants, il fallait garder ça pour moi. Voilà, c'était pas quelque chose que j'avais envie de partager publiquement, et je pense que c'est bien. Enfin, c'est bien pour moi en tout cas, et pour eux. Il y a quelque chose d'autre pour le coup qui est très intime et que vous osez partager, c'est la question de la dépression, dont vous rappelez, n'en déplaise à Descartes, que c'est la chose la mieux partagée dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de parler de cet épisode de dépression qui, disons-le, a suivi la fin du Grand Journal en 2015? Parce que pour le coup, ça parle à tout le monde, ça. Je me suis rendu compte que c'est un mal terrible, hein, la dépression, dont on ne prend pas conscience nécessairement très vite. On sent que quelque chose ne va plus, que ça part à volo. On ne comprend pas très bien. On met un temps à l'analyser. Généralement, ce n'est pas vous qui l'analysez, on l'analyse pour vous. Mais ça m'a semblé être un moment tellement important à raconter, quitte à se raconter. Là, pour le coup, il faut baisser la cuirasse et y aller. Parce que l'aveu de la faiblesse, c'est une force, évidemment. Et j'avais été très impressionné alors dans ce qui était, alors pour le coup, une véritable autobiographie qui était celle de Bruce Springsteen, Born to Run, à quel point il était à la fois lucide et honnête en reconnaissant ça, lui qui était la force incarnée, et en même temps, quand on connaît son œuvre aussi, le doute, le côté sombre et en questionnement perpétuel, mais l'aveu de cette dépression qu'il avait frappée en pleine gloire à l'âge de 30 ans et qu'il a poursuivi et qu'il poursuit encore des années après, j'ai dit, waouh, c'est bien. C'est bien d'aller jusque-là. Donc, j'ai pas voulu faire mon petit Springsteen en me disant, moi aussi, je vais révéler ma dépression au monde entier. Mais ça m'a semblé être un élément important sur lequel ça aurait été étrange pour moi de faire l'impasse. Vous parlez du boss et vous parlez aussi d'un livre de William Styron, Face aux ténèbres, qui est un livre en effet très important et qu'il faut... Oui, qui est le livre qu'il faut recommander à tous les dépressifs. En attendant de préférence que la dépression soit un petit peu passée, parce que là, ça peut être le dernier clou, là. De Styron. C'est un livre qui est très généreux envers les personnes dont il parle, qui est très généreux pour le lecteur. Vous laissez, comme vous l'avez dit, vous laissez jamais passer l'opportunité d'un bon mot. Et vous dites d'ailleurs que c'est peut-être ce qui marque la patte des deux cônes.
Et toute cette générosité pour les autres, je me suis à un moment demandé ce que ce livre avait apporté à vous. En quoi il avait été généreux pour vous, ce livre? J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça a été aussi difficile par moments parce qu'il fallait aller creuser et il fallait faire remonter à la surface des choses qui étaient fragiles, sensibles et en même temps, moi, le cœur de mon métier, le cœur de mon activité ou mes activités, c'est la curiosité. C'est-à-dire j'ai besoin d'aller vers les autres et d'essayer de comprendre leur histoire. La transmission, pouvoir aider à diffuser cette histoire-là, la raconter à d'autres. Et puis évidemment l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est-à-dire que une fois de plus, c'est un privilège. Je me lève le matin en me disant « Waouh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qui je rencontre? De quoi on parle ?» Et ça, c'est intact. C'est presque miraculeux parce que en toute logique, je devrais commencer à être un peu déphasé, blasé, fatigué. Me dire je vais aller faire du vélo sur des routes de campagne. Non, j'ai toujours cette envie intacte. Et d'ailleurs, je pense que j'y laisserai ma santé, mais je déborde de projets littéralement épuisants. C'est-à-dire que j'enchaîne toujours à courir. Après, je ne sais quoi. Je ne sais pas. Peut-être que la réponse est dans le bouquin, mais en tous les cas, avec toujours le même désir, voilà, la même envie. Il nous reste quelques minutes avant de conclure cette rencontre. Je vous ai déjà cuisiné pendant presque 30 minutes. C'est l'heure du dîner, donc personne ne s'en étonnera. Quel est le chapitre que vous avez failli mettre dans le livre, mais que vous avez enlevé au dernier moment? Est-ce que vous pouvez nous raconter s'il y avait un épisode, un chapitre qui n'est pas dans le livre? J'ai essayé, par exemple, alors ça allait droit dans le mur, de faire une évocation de mon parcours sentimental à travers la musique. C'est-à-dire sans nommer ou citer des individus .es, juste à travers la musique et à travers ce qui m'occupait musicalement en même temps. Et alors là, pour le coup, c'était une partition tellement difficile à écrire, tellement délicate, pour les raisons que j'évoquais il y a quelques instants, que j'ai préféré y renoncer. Mais non, il n'y a pas eu de sujet. Une fois le cadre posé, hein, comme je le disais, il n'y a pas eu de sujet où je me sois dit non, surtout pas toucher à ça, non. Donc plutôt qu'un chapitre, on veut la cassette, quand on enregistrait les cassettes pour des différents titres qui marquaient cet itinéraire amoureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup infiniment Antoine Decaune. Perso, c'est publié chez Sonatine, je le recommande fortement. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Ah, il y avait du monde. Ah, d'accord.